savez probablement mieux que quiconque que le but premier d'une entreprise est de maximiser la création de valeur à long terme. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, mes collègues Pascal Liberté, Anthony Pinette ainsi que moi-même, Elisabeth Tizel, sommes présents au nom de la firme XYZ Capital Markets afin de vous aider ainsi aider M. McCullen à réaliser cet objectif. Et ce, en répondant au mandat qui nous a été donné, soit de vous fournir une recommandation quant à l'acquisition potentielle de Roundtees par The Kroger Company. Donc, brièvement, comment nous allons procéder aujourd'hui? Nous allons débuter par un diagnostic de l'entreprise Kroger, ainsi qu'une brève analyse de risques à la fois interne et externe de la compagnie Roundtees, qui essaie de définir les risques à prendre en considération dans un projet d'une telle envergure. Puis, nous partagerons différentes solutions envisageables pour en venir à définir la recommandation que nous avons pour vous aujourd'hui et que nous vous garantissons est la plus profitable pour votre entreprise. Nous ferons part finalement des évaluations qui supportent notre recommandation et finalement du processus de mise en œuvre de cette dernière. Au niveau du diagnostic de Kroger, c'est important de mentionner que c'est une entreprise qui administre dans le domaine de l'agroalimentaire. Ils opèrent sous différentes bannières, donc ils ont différents types de filiales. Puis, c'est une entreprise qui vise la croissance long terme. C'est une entreprise qui, comme on l'a dit, vise à augmenter ses ventes dans le futur. Donc, ils ont besoin de justement avoir des bonnes stratégies pour justement alimenter cette croissance-là. Autre important qui est important à mentionner, c'est vous avez des marges, en fait, ils ont des marges sur les bénéfices avant impôt intérêt historique d'environ 2,48 %. Donc, pourquoi je mentionne ça? C'est qu'on va en avoir besoin aussi pour calculer les synergies par la suite d'une acquisition. Donc, brièvement, il y a un cycle de conversion de l'encaisse en tournant l'entour de 7,3 jours pour avoir une structure en capital de 76 % de dette. Donc, c'est tout pour le diagnostic. Je vais laisser mon collègue, M. Pinette, pour faire l'analyse des risques. Procédons maintenant justement à une analyse de risque de l'entreprise Roundtees pour être en mesure de mieux l'évaluer par la suite et de fournir une recommandation qui est optimale. Donc, au niveau de Roundtees, les premiers risques que nous avons évalués sont vraiment des risques à l'interne. Le premier risque que nous avons évalué est le risque de produits et des parts de marché. Roundtees, présentement, possède plus de 150 magasins et centres de distribution au Wisconsin et à Chicago, et également plus de 39 % des parts de marché pour ce qui est à Milwaukee. Et au niveau des produits qu'ils offrent, bien entendu, c'est tous des produits conventionnels de supermarché, mais également des produits de beauté et des mets préparés d'avance. Donc, c'est pourquoi, étant donné que c'est des produits qui sont vraiment existentiels pour les humains, c'est pourquoi nous avons jugé le risque comme étant faible ici. Le deuxième risque que nous avons évalué est le risque au niveau du réseau de distribution pour ce qui est de Roundtees, que nous avons jugé encore une fois comme étant faible, puisque Roundtees sont vraiment des leaders au niveau de la distribution, sont très forts de ce côté-là et ont 2 grands centres établis au Wisconsin pour la distribution. Le troisième risque que nous avons évalué est le risque entrepreneurial, ici que nous avons jugé comme étant un petit peu plus élevé, soit on l'a jugé comme étant moyen parce que, bon, oui, l'entreprise est établie depuis 1872 et le PDG actuel est en place depuis maintenant plus de 10 ans. Par contre, comme on le sait, l'entreprise a subi des difficultés financières au niveau des dernières années, donc a perdu de 2 à 3 % de ventes par boutique. C'est pourquoi nous avons jugé le risque comme étant plus moyen. Le dernier risque à l'interne que nous avons évalué est le risque financier, que nous avons jugé élevé ici parce que le ratio d'endettement de Roundtees est très élevé, soit de 108 % si on le considère passif sur actif. Et également aussi que le prix de l'action a chuté dans les dernières années. Par contre, on tient vraiment à mentionner que ça, c'est une opportunité pour Kroger, pour vous, d'aller acheter Roundtees justement à un prix inférieur, justement à cause que le prix de l'action a diminué dans les dernières années. Si on regarde maintenant plus au niveau externe, le premier risque que nous avons évalué vraiment au niveau du risque du marché de l'alimentation. Bien que oui, il y a beaucoup de normes dans ce marché-là, soit des normes de qualité du produit ou encore des normes au niveau du transport, vous êtes déjà dans ce marché-là, donc ce n'est pas un risque supplémentaire que ça viendra apporter pour vous d'aller acquérir une entreprise comme Roundtees. Maintenant, le dernier risque que nous avons évalué est au niveau de la concurrence. Au niveau de Roundtees, c'est une entreprise qui est très bien établie au Wisconsin et qui commence de plus en plus à s'établir à Chicago également. Par contre, on sait qu'avec l'arrivée de Walmart dans les produits alimentaires, ça vient créer une compétition qui est très féroce. C'est pourquoi nous avons jugé le risque ici comme étant un risque moyen. Donc, outre les risques mentionnés par mon collègue, notre firme accorde également une importance cruciale à ce qui est la finance socialement responsable. Et c'est pourquoi nous avons défini aujourd'hui 5 facteurs clés qu'il faut prendre en considération dans l'éventualité d'une acquisition. Donc, comme vous pouvez voir, de première part, l'environnement. Au point de vue de l'environnement, il y a 2 points importants à souligner. Tout d'abord, pour ce qui est des usines, des entrepôts,
Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des pratiques qui sont vraiment plus économiques en termes d'énergie nécessaire? Il faut également prendre en compte le caractère des aliments périssables. Donc, est-ce qu'il y a des pratiques, des façons de gestion qu'on peut établir pour vraiment assurer un côté plus éthique, plus responsable à ce niveau-là? Également, au niveau de la distribution, on se dirige toujours dans cette optique de responsabilité sociale, développement durable. Est-ce qu'il y a des façons justement d'ajouter un certain contrôle qui permettrait de diminuer l'empreinte écologique qu'on laisserait dans nos activités actuelles? Pour ce qui est par la suite des individus, qui dit acquisition dit potentiellement mise à pied. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'il y aurait des programmes de replacement qu'on pourrait mettre en place justement pour les employés en question? Ou à l'inverse, qui dit acquisition parle aussi de nouvelles opportunités de carrière, de nouvelles embauches. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a des programmes qu'on pourrait mettre en place pour assurer une excellente transition, des bonnes formations pour les employés qui vont joindre la grande famille de Kroger? Également, auprès des relations de travail, toujours à ce niveau-là, ces employés par la suite, est-ce qu'il est possible de faire comme Kroger fait actuellement, d'avoir vraiment des packages qui, au niveau santé, sécurité, sont avantageux, sont intéressants pour les employés qui vont joindre cette nouvelle entreprise maintenant fusionnée? Au niveau de l'application de la communauté, ce sont deux entreprises qui actuellement s'impliquent beaucoup au niveau de différents organismes, au niveau de différentes institutions pour lutter contre tout ce que la famille, tout ce qui est comment venir en aide à certaines familles dans le besoin, que ce soit par des familles qui ont des gens au niveau militaire, que ce soit des familles qui ont vécu certaines conditions plus difficiles. C'est deux entreprises qui mettent beaucoup de temps et d'investissement là-dedans en ce moment. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut continuer à mettre de l'avant pour rester dans cette optique d'entreprise responsable? Finalement, au niveau de l'éthique et de la gouvernance, on œuvre dans une industrie qui est très réglementée. On parle ici de l'agroalimentation et donc au niveau des normes de qualité des produits, au niveau des normes d'hygiène, c'est deux entreprises qui vont devoir continuer justement à mettre de l'avant ces normes-là, le respect de ces normes-là de façon très rigoureuse, puis bien sûr être très transparente, être très intègre avec les employés qui joindraient potentiellement la famille Kroger dans l'éventualité d'une acquisition pour vraiment s'assurer d'avoir une transition qui se fait éthiquement parlant d'une bonne façon selon des bonnes pratiques d'affaires. Voici maintenant les solutions envisageables qui s'offrent à vous aujourd'hui. Donc, comme première option, ça serait de procéder avec l'acquisition de Randy's, que ce soit au niveau d'aller chercher des nouvelles parts de marché ou encore d'aller chercher des nouvelles synergies pour votre entreprise. Dans l'optique où on va faire avec l'acquisition, il y avait deux autres solutions envisageables qui s'offraient à vous. Premièrement, c'est de ne pas procéder, d'aller investir dans un autre projet d'investissement, donc que ce soit pour diversifier vos investissements au niveau de votre entreprise ou encore pour aller chercher d'autres opportunités potentielles dans le marché, ou encore de ne pas procéder à l'acquisition et vraiment de rester avec le statu quo. Là, c'est vraiment se concentrer à l'interne pour avoir de l'amélioration des pratiques d'affaires ou également d'élaborer une bonne stratégie interne dans l'entreprise. Ensuite, quand vraiment la solution optimale qu'on vous garantit aujourd'hui étant la meilleure, ça va être vraiment de procéder au projet d'acquisition de Randy's. Pourquoi? On a vraiment élaboré mentionné quatre trucs, dont les produits et services qui sont similaires. Donc, ils connaissent déjà l'industrie, donc ils vont pouvoir justement utiliser les capacités et leurs connaissances pour faire croître l'entreprise. Par la suite, on va avoir une augmentation significative des parts de marché. Pour ensuite, justement, ça va se traduire en une augmentation des ventes. Et pour utiliser le centre de distribution de Randy's présentement, qui est un excellent centre de distribution, donc ils vont pouvoir utiliser leur centre pour justement améliorer leur propre distribution en interne. Donc ça va être des synergies qui vont se faire répertorier. Et c'est pourquoi on vous garantit encore que c'est la solution optimale qu'on vous présente aujourd'hui. Vous allez voir dans quelques minutes aussi, d'après nos évaluations. Donc, premièrement, ce qui va être important de faire avant de justement faire l'évaluation, c'est vraiment regarder la situation financière actuelle pour ensuite faire les prévisionnels, puis partir des prévisionnels pour faire l'évaluation. Donc, si on regarde la situation financière actuelle, donc présentement les 4 dernières années, voici la situation financière actuelle de Randy's, présentée sous une voie verticale, donc le chiffre d'affaires évidemment qui est 100%, puis on voit le bénéfice brut qui reste sensiblement les mêmes dans les 4 dernières années. Par exemple, on a le bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements qui diminue. Donc, en fait, on va regarder ça pourquoi. Donc, en tout cas, là, avec les synergies, on croit que ça va pouvoir se faire corriger. Donc, en utilisant l'expertise de Kroger, on va pouvoir baisser les frais d'exploitation et avoir des meilleures marges au niveau des bénéfices avant impôts, intérêts et amortissements. Donc, l'amortissement, c'est 1,79 %. Puis, vous voyez le reste. Le bénéfice d'exploitation qui est de moins de 36 %. Évidemment, on a enlevé tout ce qui est goodwill. Goodwill, pourquoi? Parce que ce n'est pas une réelle sortie de fonds. Donc, afin d'évaluation, on a vraiment voulu évaluer en termes de flux monétaire.
Donc, c'est pourquoi il y a des chiffres qui sont négatifs, mais qu'on a ajustés par la suite pour s'assurer par une évaluation qui fait du sens et qui est vraiment réaliste au niveau des flux monétaires. Donc, au niveau des paramètres prévisionnels qu'on a utilisés, voici la croissance des ventes de 2015 à 2018 qui se poursuit de 2019 à 2024. On nous a demandé de faire une prévision pour les 10 prochaines années. Donc, la croissance des ventes de 3,5 allant à 4 en 2016-2017 et revenant à 18. Pourquoi on a fait une grosse augmentation comme ça? On sait qu'il y a une légère diminution des ventes des magasins, de ventes par magasin les dernières années, mais on sait, puis on est très confiant qu'avec le management de Cougar, qu'il y a eu une très forte augmentation des ventes dans les dernières années, qui va pouvoir être répertorié au niveau des ventes futures pour Rundees. Donc, en utilisant le management, puis aussi le centre de distribution, donc on va avoir une meilleure efficacité. Donc, ça va se répertorier au niveau des ventes. Puis aussi, comme je l'ai dit tantôt avec le centre de distribution que je viens de mentionner, les meilleures marges au niveau des bénéfices avant impôt et intérêts, variant de 1,1 à 3,5 Donc, le taux d'impôt qu'on a utilisé est de 35 qui est la moyenne de 2011-2013, où l'entreprise a utilisé des flux monétaires, des bénéfices d'exploitation positifs. Donc, voici les fameux états prévisionnels de Rundees avec les paramètres que je viens de vous mentionner. Donc, le chiffre d'affaires qui croît, l'amortissement qui est vraiment la moyenne des dernières années. On aura utilisé la moyenne des dernières années à des fins d'évaluation. Donc, avec les marges que je vous ai mentionnées plus tôt, donc variant de 44 millions à 184 millions sur les 10 prochaines années. Donc, au niveau maintenant de l'évaluation d'entreprise en soi, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est utiliser deux méthodes. Donc, première part, la méthode d'actualisation par le biais des flux monétaires totaux, puis la méthode des comparables. Pour en venir à ces deux méthodes, il fallait bien entendu émettre certaines hypothèses, définir certains paramètres que voici. Donc, dans un premier temps, pour ce qui est du taux sans risque, nous sommes servis du taux des rendements des obligations type du gouvernement canadien à long terme, se chiffrant ici à 2,05 2,05 pardon. Pour ce qui est de la prime de marché, on y a été vraiment avec la prime de marché historique, selon les sondages faits par Pablo Fernández auprès d'environ 88 pays, ce qui nous a donné la prime d'une valeur de 5 Pour ce qui est du taux d'impôt, comme mon collègue l'a dit, on y a vraiment été avec cette moyenne de 2011 et 2013 pour en venir à un taux d'impôt qui nous avons chiffré à 35 Et pour ce qui est de la dette nette d'impôt, 4,67 et le CMPC, tel qu'il nous était donné, à 10 Un autre paramètre à prendre en considération est bien entendu le taux de rendement exigé aux actionnaires. Pour ce, nous avons employé la méthode du build-up. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du taux sans risque, comme on l'a mentionné, le 2 5 pour ce qui est de la prime de marché. Pour ce qui est de la prime de taille, on a vraiment été voir au niveau des revenus, mais on a également été voir au niveau de la concurrence où se situait l'entreprise Rundees. Et justement, en raison de sa taille, comparé par exemple à Growers, mais également à d'autres concurrents, on a jugé qu'un taux de 4 était valable, compte tenu que ça reste un petit joueur sur ce marché. Pour ce qui est maintenant de la prime spécifique à la compagnie, compte tenu le ratio honnêtement très élevé, compte tenu les différentes activités des dernières années, également le prix de l'action en chute, on a vraiment été accordé une prime de 2 Ce qui nous donne finalement un taux de rendement aux actionnaires d'une valeur de 17 Pour ce qui est de l'investissement en capital, on a vraiment été de même que l'accroissement des ventes, et donc c'est pourquoi vous pouvez voir ici un investissement en CAPEX variant de 60 millions à 83 millions pour ce qui est des 10 prochaines années. Le dernier paramètre que nous avons mis au point ici est vraiment au niveau des ratios ici du cycle de conversion qu'on sait qui est présentement de 10 jours. On essaie vraiment de jouer avec la variation du fonds de roulement en essayant de retourner vers le taux de fonds de roulement actuel de Kroger qui se situe à 7,1. Et donc, on estime qu'avec les synergies que l'on pourrait tirer justement de cette acquisition potentielle-là, on pourrait améliorer les différents ratios dont vous voyez ici les moyennes. Donc, pour ce qui est de l'évaluation en soi, vraiment, la première méthode qu'on a utilisée est la méthode des flux monétaires totaux. Donc, comme vous pouvez voir ici, avec le bénéfice avant impôt ainsi que l'amortissement et différents éléments au cours des prochaines années et l'investissement en CAPEX, vous pouvez voir ici une valeur terminale qui, actualisée au CMPC de 10 nous donne une valeur de liquidité de 270 millions de dollars. Et donc ça, bien entendu, on voulait aussi aller voir quel serait le prix par action que l'on pourrait négocier pour cette acquisition potentielle, ce qui nous donnerait ici, considérant le nombre d'actions en circulation, une valeur de 5,65 $ par action. Pour ce qui est de la méthode des comparables, nous avons ici avec les comparables, je tiens à dire que pour le ratio cours-BAYA, la raison pour laquelle on a été mettre une escompte de 1 est vraiment compte tenu de la prime de risque dont on a parlé plus tôt, qu'il faut prendre en considération, considérant la prime de taille. Et donc, c'est pourquoi, lorsqu'on regarde ici, selon le ratio cours-bénéfice et le ratio cours-vente et le ratio cours-BAYA,
nous arrivons ici avec des valeurs qui se joueraient entre 18 et 25 $ par action. Ce qui fait que, si on récapitule, nous avons deux approches aujourd'hui pour justement évaluer l'acquisition qui nous démontrent que c'est une opportunité d'affaires qui est intéressante, considérant les valeurs évaluées par l'approche de FMD de 270 millions de dollars, soit environ 5,65 $ par action, et également par l'approche des comparables, une valeur de l'équité se jouant aux alentours de 847 à 1581 millions. Encore une fois, ce qui signifie ici un prix par action se jouant entre 18 et 25 $. Ce qu'il faut prendre en compte, par contre, on en est conscient, c'est le risque de projection. Pourquoi? Parce qu'avec notre économie qui change constamment, il y a différentes variables macroéconomiques qui pourraient venir influencer les résultats, les valeurs que nous avons suggérées aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons ici une analyse de sensibilité, où vraiment on a voulu aller jouer ici avec le taux de rendement exigé aux actionnaires, que vous pouvez voir varier ici entre 6 et 14 %, ainsi que le taux de croissance que nous avons évalué ici. Donc, vous voyez ici notre valeur de 270 millions calculée a été selon la valeur des FMT, mais vous voyez ici l'ensemble des valeurs calculées qui démontrent encore une fois l'importance de notre évaluation, comme quoi c'est une opportunité à faire qui est intéressante pour vous, comme on peut le constater dans cette analyse. Voici maintenant comment nous allons mettre en œuvre le projet d'acquisition. Donc, dans un premier temps, au niveau du financement et dans un deuxième temps, au niveau court moyen terme, comment nous allons procéder aux actions que vous allez devoir faire pour procéder à l'acquisition. Donc, au niveau des financements envisageables, bon, c'est sûr qu'il y a l'émission d'actions, échange d'actions. Ce que nous avons vraiment retenu aujourd'hui, c'est le financement par la dette. Pas à 100 %. Donc, on a une suggestion ici, c'est d'y aller avec la même structure de capital que vous avez dans l'entreprise, soit 76 % de dette et le 24 % en argent que j'expliquerai dans la prochaine diapositive. Donc, juste ici, comme je le mentionnais, dans votre entreprise, chez Kroger, vous avez 76 % de dette et 24 % de capital action. Nous, ce qu'on vous suggère aujourd'hui, pour ne pas diluer le pouvoir de vos actionnaires actuels et également créer peut-être un certain effet de panique dans leur décision, nous allons mettre le 24 % de capital action en argent. Et comme avec vos liquidités actuelles de 268 millions de dollars, vous allez être capable entièrement de financer ce 24 % en argent-là. Comme on le voit ici, on voit des flux monétaires qui sont pour un prix de 10 $ par action. Donc, on vous conseille d'aller voir le conseil d'administration vraiment avec un prix de 10 $ par action, que nous jugeons comme un prix d'entrée qui est très fiable selon les méthodes d'évaluation que nous avons utilisées. Donc, ce qui donne des flux disponibles au remboursement de la dette de 521 millions et des paiements, comme j'ai mentionné, avec un CMPC de 10 % et également amorti sur 10 ans de 45 millions par année. Donc, c'est beau vous dire, passez à l'acquisition, mettez ce projet de l'avant, mais bien entendu, il faut être capable de mettre un échéancier, être capable de clarifier quelles sont les étapes à entreprendre pour aller chercher vraiment des bénéfices optimaux suite à cette solution. Donc, d'une part, à court terme, qu'est-ce qui est important? Vraiment commencer par l'acquisition de 10 % des actions, considérant que, puisqu'on n'a pas encore énoncé nos intentions, nous pourrions aller chercher justement ce 10 % d'actions à un prix inférieur. Donc, c'est vraiment la première étape qu'on vous suggère. Par la suite, c'est d'y aller par les procédures de base sur la lettre d'intention, la revue diligente, vraiment tout ce qui est la portion de négociation avec la haute direction. Et une fois que cette négociation est vraiment terminée, nous pourrons ensuite remettre à l'AMF la notice d'offre. Par la suite, on tombe ici vraiment à moyen terme, donc c'est aller structurer le montage financier. Mon collègue vous a parlé de financement, comment est-ce qu'on est capable vraiment d'aller chercher ce financement. Acheter le reste des actions, donc on a parlé d'un premier 10 % à court terme, mais par la suite, pour ce qui est du 3 à 12 mois, on parle de l'acquisition des actions qui demeurent. Finalement, un plan de stratégie de différenciation. On a parlé tout d'abord d'aller vraiment chercher des transitions qui permettent un bon résultat au niveau des employés, des activités, vraiment aller chercher un maximum de synergie et de bénéfices de cette fusion-là. Donc, ça implique aussi les embauches stratégiques et le rehaussement de capacité. Donc, vraiment à l'interne, comment est-ce qu'on peut donner les formations, comment est-ce qu'on peut s'assurer que nos employés présents et nos futurs employés au sein de cette grande famille vont vraiment mener à nos activités une rehausse. Finalement, à long terme, ces synergies-là, on les espère, on les veut, il faut s'assurer qu'elles se concrétisent. Donc, c'est vraiment la première chose à s'assurer de faire constamment. Également, le contrôle sur les investissements. Donc, on parle ici de différents indicateurs de performance qui sont intéressants pour vous à titre de gestionnaire afin de vous assurer que notre solution est en effet la solution la plus profitable pour l'entreprise. Et finalement, les perspectives de croissance. On le sait, de faire l'acquisition de Roundy, ça permet davantage de nouvelles portes de marché, ça nous permet de prendre de l'expansion sur le territoire. Vraiment, c'est un objectif qu'on a senti chez l'entreprise et qu'on veut continuer à mettre de l'avant. Et donc, c'est pourquoi, à long terme, ce serait d'aller voir, est-ce qu'encore une fois, il y a d'autres acquisitions potentielles qui permettraient à Kroger de maintenir sa place de leader sur le marché.
Donc, c'est pourquoi, en conclusion, nous avons expliqué le quoi, nous avons expliqué le comment. Également, puisqu'on est vraiment dans une optique de RSDD, on vous parle ici contenu, les usines, contenu, les dépôts. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des programmes qui permettraient une réduction des empreintes écologiques, un programme qui permettrait des économies d'énergie, mais également, en considérant une acquisition aussi importante, on sait que 5% des revenus des entreprises sont perdus. Oups, on va pouvoir répondre à vos questions. Et donc, on va se donner là-dessus. Je n'ai pas Merci touché, beaucoup. je suis vraiment désolée. On a deux approches pour faire l'évaluation de l'entreprise. Il y a une approche, si je comprends bien, qui tient compte de la dette, et une autre approche qui ne tient pas compte de la dette. La méthode d'utilisation qu'on a utilisée, c'est vraiment la méthode des FMT. Donc, on a vraiment les flux monétaires totaux qu'on actualise au CMPC. Donc, on n'a pas de structure de capital qui l'hausse de la dette. Le financement n'est pas pris en charge. D'ailleurs, aussi pour comprendre les bénéfices avant intérêt. Qu'on actualise au CMPC, que celui-là, le taux d'actualisation, comprend la structure de capital aussi. Donc, cependant, ça nous donne la valeur des actifs, puis qu'on soustrait les dettes, par exemple, préalablement pour donner la valeur liquidée. Quand vous avez soustrait la valeur de la dette dans votre calcul, est-ce que vous avez seulement pris la portion long terme de la dette ou vous avez pris l'ensemble de la dette, donc la dette long terme, la dette court terme? En fait, on a pris vraiment la structure de capital présentement optimale. On sait qu'elle est très, très grosse due au refinancement de la dette. Donc, on a pris celle des dernières années, en moyenne des dernières années, qui est passif sur actif. Le ratio d'endettement comme tel des dernières années, sans trop prendre la 2014, puisqu'on sait qu'il y a une très grosse dette qui a été refinancée. Donc, le ratio a fait une liquidité négative justement à cause de ça. Ma question, c'est parce que, dans le fond, vous venez évaluer les free cash flow tout de fin. Vous venez évaluer la valeur de l'entreprise. Après ça, vous venez soustraire les passifs, donc la dette long terme, qu'est-ce qui est dû. Est-ce que vous avez pris autant la portion court terme de la dette long terme que la portion long terme aussi de la dette long terme? Oui, on a pris court terme. Puis on a rajouté l'encaisse présente aussi par la fin. Moi, j'ai une petite question technique. Je ne savais pas qu'aux États-Unis, on est obligé de soumettre notre projet à l'AMF. Ça serait au SEC, je pense. Ah ouais, c'est OK, dans le- ça serait au Ah, SEC. ok, ça va. Je me demandais si aux États-Unis, on était rendu. Non, je me suis trompée de. Ah, ok, ça va. Merci. Vous me rassurez. Ouais, non, Projection, vous faites voir l'amortissement sur 10 ans. Non, vous faites voir les investissements en immobilisation sur 10 ans, tandis que l'amortissement reste fixe dans le temps. Est-ce qu'il y a une incohérence à ce niveau-là? Oui, excusez. Vraiment, à la base, pour ce qui est fait de l'amortissement, on y a songé justement de faire croire de même qu'on a fait faire pour au niveau des ventes. Cependant, on a carrément les activités des dernières années. Puis oui, en effet, c'était pas aussi précis. On a dit qu'on se demandait, on pourrait revoir quel serait le chiffre exact. Mais on a juste que pour l'instant, ça nous donnait une idée globale, une idée vraiment de est-ce que l'offre, ça va pas influencer, est-ce que l'offre est intéressante pour nous, on estime que oui. Quand vous avez fait la valorisation à partir des multiples, on arrive avec des figures qui sont bien au-delà de quand on vient estimer la valeur intrinsèque de la compagnie avec le DCF. Est-ce qu'à ce moment-là, comment vous avez choisi le groupe témoin? Est-ce que vous avez pris soin de regarder quelle compagnie qui était plus comparable dans le groupe témoin ou si vous avez pris une moyenne? Non, exactement. En fait, on a pris les comparables au niveau d'actifs, au niveau des ventes. Par la suite, on a pris la médiane. La médiane de ceci pour aller éliminer les Alzheimer's. Puis après, comme on l'a vu, on enlève une escompte au niveau de la table aussi, légèrement, parce que c'était une petite entreprise, fait qu'on avait des comparables un petit peu plus gros, on a vraiment plus qui se rapproche de plus. Mais en fait, tout ça, l'escompte qui n'est pas négligeable, mais le plus petit escompte au niveau de la taille pour arrêter. Mais ces prix-là tiennent compte de la dette. À ce moment, vous aurez dû soustraire la dette de ces prix-là pour avoir un ratio plus normal. En fait, c'est les comparables qu'on nous donnait, qu'on est allé chercher par la suite, là, qui était le cours, qui était sur le répertorié sur le cours. Fait que c'est combien de fois les là sur le cours. Fait que c'est combien présentement ça représente. J'ai une autre question. Quand vous avez montré les états financiers des dernières années de Rondies, il y avait 4 années de marge nette négative. Juste comprendre pourquoi. En fait, il y a une dépense de goodwill qui a été enregistrée. Si je m'abuse, je pense qu'il y a une grosse dépense justement de goodwill qui a été enregistrée, qui expliquait, en fait, on nous expliquait que c'est parce qu'il y avait justement une différence au niveau de la valeur. Donc, si on prend vraiment les flux monétaires totaux, d'ailleurs, c'est ce qu'on a utilisé pour l'évaluation, on n'a pas vraiment pris en compte la marge nette comme telle, mais vraiment le bénéfice avant impôt et intérêt amorti. À votre avis, là, au niveau des synergies, là, quel
qu'est-ce que dans le fond, qu'est-ce que Cougar va pouvoir amener à Roundy's qui va faire en sorte que les marges vont augmenter par rapport au niveau actuel? Bien, c'est sûr que ça va être répertorié au niveau des frais d'exploitation aussi, parce que, bon, on va avoir le gros management, mais au niveau de la situation géographique, si le siège social devient à la même place, malheureusement, il va y avoir certaines coupures, comme on l'a mentionné, donc ça va se répertorier sur les frais d'exploitation. La marge brute reste similairement pareille, les deux compagnies avaient des marges similaires. C'est vraiment aussi peut-être au niveau du centre de distribution que Roundy's va pouvoir amener à Cougar, qu'on va pouvoir avoir encore des marges, des frais d'exploitation inférieurs à présentement. Donc, c'est répertorié sur les marges futures. En termes de nom, de chiffres, les coûts de synergie vont représenter quel chiffre? Est-ce qu'on fait pas ou on répond pas? Fermé. Mais... On fait quoi dans Bon. ce Merci. 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 Merci.